Pour déplacer cette tondeuse à gazon, je dois exercer une force dessus. Mais il est également important de noter qu'une force est aussi exercée en retour sur moi-même. Je peux le montrer en essayant de pousser une tondeuse à gazon sans me stabiliser, par exemple en restant sur un pied. Vous connaissez peut-être cela comme la troisième loi de Newton. Chaque action a une réaction égale et opposée. Selon la deuxième loi de Newton, la force égale la masse fois l'accélération, ce qui permet de déterminer l'accélération relative de chaque objet. Si nous ignorons toutes les forces de frottement, comme la force de frottement entre les roues de la tondeuse à gazon et le sol, si la masse de la tondeuse était la même que la mienne, nous accélérerions tous les deux à la même vitesse mais dans des directions opposées. Dès que mes mains quittent le guidon de la tondeuse à gazon, la force entre nous disparaît, et l'accélération dans chaque direction cesse également. Mais nous aurons tous les deux une vitesse finale nous déplaçant dans des directions opposées. Nous pouvons calculer notre vitesse relative grâce à la loi de conservation de la quantité de mouvement. Nous calculons la quantité de mouvement en multipliant la masse d'un objet par sa vitesse. Et en appliquant la conservation de la quantité de mouvement à cet exemple, nous pouvons dire que la quantité de mouvement finale de la tondeuse à gazon est égale à ma propre quantité de mouvement finale. Maintenant, je connais ma propre masse, donc je peux en fait calculer la vitesse à laquelle je serai repoussé, selon que j'utilise un objet très lourd, comme cette tondeuse à gazon, se déplaçant très lentement, ou un objet très léger, se déplaçant très rapidement, comme tirer une balle avec un pistolet. La loi de conservation de la quantité de mouvement s'applique aussi aux objets en rotation, comme cette roue. Maintenant, cette roue a une masse très faible par rapport à moi. Donc je devrais la faire tourner à une vitesse très élevée pour lui donner suffisamment de quantité de mouvement, dans ce cas de la quantité de mouvement angulaire, parce qu'elle tourne afin de me donner assez de quantité de mouvement pour tourner dans la direction opposée. Cependant, cela devrait au moins me déséquilibrer. D'accord, cet exemple était vraiment mauvais, donc je pense que je dois aller construire un banc d'essai pour essayer d'expliquer cela un peu mieux. Maintenant, les roues à réaction fonctionnent exactement de la même manière que cette roue de vélo. Cependant, comme je l'ai mentionné, étant donné que la masse de la roue de vélo était très faible et que la masse de mon corps est beaucoup plus élevée, il faudrait que j'accélère la roue très rapidement pour déplacer mon corps dans la direction opposée. J'ai fabriqué un banc d'essai pour mieux illustrer le fonctionnement des roues à réaction. Ici, vous pouvez voir un disque en aluminium lourd qui est monté sur l'axe d'un moteur électrique, lequel est fixé à l'arrière de cette plaque bleue. Maintenant, cette plaque bleue et tout l'ensemble ici sont montés sur un pivot qui est équilibré afin de simuler un satellite dans l'espace ou un drone en plein vol. Il ne veut pas revenir de lui-même à l'horizontale dans son état actuel. Maintenant, si j'applique une tension à ce moteur électrique, cela fera tourner cette roue dans la direction pour laquelle le moteur a été câblé. Et cela va augmenter le moment angulaire de cette roue. Et comme le moment angulaire doit être conservé, cela va aussi appliquer un moment angulaire à cette plaque bleue. Donc par exemple, si le disque tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, le disque bleu tournerait dans la direction opposée, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne l'ai pas juste branché à une batterie avec un interrupteur. J'ai mis des gyroscopes et des accéléromètres à l'arrière de la plaque pour qu'elle tente de s'auto-niveler, le coussinet blanc représentant son dessus. Donc si je la mets à un angle comme ça, elle devrait essayer de faire tourner la roue dans une certaine direction pour ramener ce coussinet en mousse vers le haut à nouveau. Alors branchons-le et voyons si ce banc d'essai fonctionne. Très bien, il est branché et je l'ai mis à un certain angle, donc il devrait pouvoir se corriger tout seul. Et voilà, il a ramené le coussinet blanc à niveau. Maintenant, la roue est devenue immobile parce qu'elle n'a plus besoin de transmettre de moment angulaire à ce coussinet bleu, car il est là où il doit être. Ce qui est intéressant avec ce banc d'essai, c'est que si j'applique une force extérieure à la plaque bleue, les gyroscopes et accéléromètres la détectent et font tourner la roue dans la direction du mouvement pour absorber le moment angulaire. Essayons. Vous voyez, le moteur tourne dans une direction pour tenter d'absorber la rotation de la plaque bleue.
Ce qu'il est important de savoir à propos des roues à réaction, c'est qu'elles peuvent devenir ce qu'on appelle saturées. C'est-à-dire que le moteur ne tournera pas plus vite et donc il ne pourra pas accélérer la roue au-delà de sa vitesse de rotation actuelle. C'est un vrai problème pour les satellites et peut-être aussi pour ce drone. Si je le remets à l'horizontale, le moteur devrait s'arrêter. J'ai donc maintenant deux roues. Celle-ci était la roue à réaction qui était montée sur le banc d'essai expérimental et cette roue sera montée sur le drone. Maintenant, cette première roue pèse 194 grammes et celle-ci pèse 85 grammes. Elle pèse moins de la moitié du poids de la première roue. Si l'on reprend l'équation de la quantité de mouvement linéaire citée au début, où masse fois vitesse donne la quantité de mouvement, cela indiquerait que cette roue aurait une quantité de mouvement bien supérieure à l'autre si elle tournait à la même vitesse. Je pense qu'il faut plutôt examiner l'équation de la quantité de mouvement angulaire. Voici l'équation de la quantité de mouvement angulaire. C'est le moment d'inertie multiplié par la vitesse angulaire au lieu de la masse par la vitesse. L'essentiel, c'est le moment d'inertie. Si on applique la conservation de la quantité de mouvement à cela, on peut dire que l'inertie du drone multipliée par la vitesse de rotation du drone est égale à l'inertie de la roue multipliée par la vitesse de rotation de la roue. Maintenant, ce que nous voulons essentiellement faire, c'est maximiser la vitesse de rotation du drone afin d'avoir un contrôle total de l'attitude du drone. Et la façon dont nous pouvons y parvenir, c'est soit en diminuant l'inertie du drone, soit en augmentant le moment cinétique de la roue, en augmentant soit l'inertie de la roue, soit la vitesse angulaire. Nous ne pouvons pas augmenter la vitesse angulaire au-delà de la limite prévue du moteur, car il atteindra son régime maximal. En résumé, nous travaillons avec l'inertie de la roue et du drone. Donc pour que ce soit aussi élevé que possible, il nous faut une roue avec une inertie très élevée et un drone avec une inertie très faible. Parlons donc de l'inertie de la roue. Pour calculer le moment d'inertie d'un disque ou d'un anneau, voici les équations à utiliser. Comme vous pouvez le voir, pour un disque solide comme cette première roue de réaction, l'équation est un demi-mr au carré, c'est-à-dire un demi multiplié par sa masse, multiplié par son rayon au carré. Alors que pour un anneau, qui est similaire à celui-ci évidemment sans les rayons au milieu, on voit que le moment d'inertie est égal à la masse multipliée par le rayon au carré. Donc pour ces deux objets, s'ils avaient la même masse et le même rayon, alors l'anneau aurait le double du moment d'inertie du disque. Donc en gros, cela signifie que le rayon a un effet plus important sur le moment d'inertie que la masse, parce qu'il est au carré. Si vous doublez le rayon, c'est comme le multiplier par 4. En doublant la masse, vous la multipliez simplement par 2. Donc, ce disque plein, bien qu'il pèse presque, enfin pèse plus du double de ce disque, ils ont en fait la même quantité d'inertie. Maintenant, comme ceci est une forme un peu plus complexe qu'un simple anneau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu ces deux disques dans mon programme de CAO, et si je regarde les calculs dans le programme de CAO, je peux prouver qu'ils ont tous les deux la même quantité d'inertie. Que signifie cela pour ce projet? J'ai ici deux roues de réaction avec le même moment d'inertie. Attachées au même moteur électrique, elles tourneront à la même vitesse angulaire. Elles pourront ainsi transmettre le même moment angulaire au drone. Mais cette roue pèse deux fois moins que celle-ci, ce qui va non seulement réduire le poids total du drone, parce que celle-ci pèse évidemment beaucoup moins, et cela devrait aussi augmenter le temps de vol du drone. Cela permet au drone d'utiliser des moteurs bien plus petits pour soulever cette roue plutôt que celle-là. Ce qui va donc diminuer l'inertie du drone, ce qui aide aussi à augmenter la vitesse angulaire du drone. Nous avons non seulement maintenu la même inertie, mais aussi réussi à la réduire sur le drone, ce qui est essentiel pour augmenter la vitesse angulaire et garder le drone contrôlable. Je pense qu'il est temps de construire ce drone.
Avant de finir d'assembler ce drone à roues de réaction, je souhaite revoir certains composants choisis pour contrôler les roues. Ici, vous pouvez voir deux moteurs à balai montés perpendiculairement l'un à l'autre à 90 degrés, et sur les arbres de sortie de ces moteurs seront montés les roues de réaction. Désormais, ils contrôleront les axes de roulis et de tangage, et je n'aurai pas de roues pour le lacet, que je gérerai par le contrôle aérodynamique des hélices. J'ai choisi d'utiliser des moteurs à balai plutôt que des moteurs brushless, plus modernes, car il est très difficile de contrôler un moteur brushless à des vitesses de rotation très lentes. Il nécessite un encodeur ou un capteur à effet Hall pour connaître la position exacte du rotor. Changer doucement la direction d'un moteur brushless est aussi très difficile. Les contrôleurs de vitesse de drone peuvent inverser la direction d'un moteur brushless, mais provoquent souvent un freinage et une accélération très brusque lors du changement. Je pense que cela posera problème avec la roue à réaction lors du vol du drone. Avec un moteur à balai, il suffit d'inverser la tension et le courant pour ralentir, puis accélérer doucement dans l'autre sens. L'autre raison, c'est que ces moteurs sont équipés d'une boîte de vitesse, ce qui signifie que la roue à réaction peut recevoir beaucoup de couple du moteur sans tourner trop vite et sans provoquer de problèmes gyroscopiques. Pour faire fonctionner ces moteurs à balai, j'ai installé un contrôleur de moteur ici en bas. Le pilote de moteur contrôle les deux moteurs, ce qui est pratique. Et il est contrôlé via cet Arduino Nano. Maintenant, pour que cet Arduino Nano sache dans quel sens faire tourner les moteurs pour contrôler le drone, j'ai un contrôleur de vol d'un drone classique que j'ai programmé pour envoyer des commandes de cerveau qui peuvent être lues par l'Arduino Nano. Ce contrôleur de vol intègre gyroscope et accéléromètre pour détecter les mouvements du drone. Et je peux aussi contrôler le mouvement du drone en utilisant un récepteur et une radiocommande. Donc si je branche une batterie, on devrait voir tout s'allumer. Et il devrait s'armer dans une seconde. Voilà, donc ça veut dire que les moteurs sont prêts à tourner. Et si j'incline le drone, ça devrait faire tourner un des moteurs. Si je l'incline dans cette direction, ce moteur devrait s'activer. Donc oui, donc ce moteur tourne. Et si je l'incline de l'autre côté, l'autre moteur tourne. Maintenant, je peux aussi mettre ma radiocommande ici et contrôler la direction en utilisant mes manches, ce qui signifie que je peux contrôler le drone en plein vol. Je sais maintenant que gyroscope et accéléromètre fonctionnent avec Arduino pour contrôler les moteurs de la roue de réaction. Il est temps de souder les moteurs pour faire décoller cet engin. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Tom, tu veux contrôler un drone avec des roues de réaction alors qu'il vole déjà très bien. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je trouve la physique de la roue de réaction intéressante, surtout la conservation de la quantité de mouvement. Si ce drone ne vole pas, ce sera une grande perte de temps et d'argent. Même si ce drone ne vole pas, au moins j'ai appris et j'espère t'avoir aussi appris quelque chose. J'espère vraiment que ça va voler. Je sais, ça ressemble plus à une déco de Noël qu'à un drone. Je l'ai donc suspendu au plafond pour ajuster des paramètres du contrôleur de vol. En le suspendant au plafond, je libère en gros un des axes. Dans ce cas, c'est la roue à réaction de l'axe de roulis. Et je peux en fait simuler ce qui se passerait si j'appliquais une force externe dessus pour voir si la roue à réaction réagit. Non seulement ça, mais je peux aussi prendre le contrôle avec ma radiocommande et le faire tourner. Tu vois, je peux faire des rotations de 360 degrés précises, des incréments de 90 degrés. Donc j'ai un assez bon contrôle sur cet axe.
Le drone à roue de réaction est maintenant fini et ressemble davantage à un drone avec des hélices en haut et en bas. En ce qui concerne les commandes de ce drone, les roues de réaction contrôleront l'axe de tangage et l'axe de roulis. Je contrôlerai l'axe de lacet avec la poussée différentielle des hélices. Les hélices contrarotatives évitent la rotation du haut couple en vol stationnaire. Et puis dès pour contrôler l'axe de lacet, l'une accélérera et l'autre ralentira. Ensuite, la différence de couple fera, espérons-le, pivoter le drone en plein vol. Donc en gros, tout cela est contrôlé en modifiant le couple d'un objet comme une hélice ou une roue de réaction. Je vais donc recharger la batterie et ensuite je pense qu'on sera prêt pour un vol d'essai. J'ai posé le drone sur une dalle de pavage non seulement pour éviter que l'hélice ne touche l'herbe, mais aussi pour m'assurer qu'il soit parfaitement à niveau. S'il n'était pas à niveau, les roues de réaction tenteraient de le corriger et risqueraient d'être saturées avant le décollage. Essayons encore une fois. Et encore une fois. Aïe. Il est temps de faire quelques réparations. J'ai aussi apporté d'autres modifications en plus du remplacement des hélices cassées. Pour une raison quelconque, la roue à réaction de tangage a beaucoup moins de couple que celle de roulis. C'est étrange car je les ai achetées chez le même fournisseur. Même moteur, même nombre de tours par minute et même rapport de démultiplication. Mais pour une raison quelconque, celui-ci a beaucoup plus de résistance ou de couple que celui-là. Je ne sais pas si c'est à cause d'un rapport de démultiplication différent ou d'aimant différent, mais ce que j'ai fait, c'est ajuster les paramètres dans le contrôleur de vol pour faire tourner cette roue plus vite qu'avant. J'ai aussi changé la batterie pour une batterie à tension plus élevée, ce qui permettra de donner plus de puissance au moteur et aussi un régime maximal plus élevé, ce qui devrait retarder un peu plus la saturation des roues à réaction. Pour équilibrer la batterie, j'ai mis des poids en plomb sur cette jambe. Pour le prochain vol, comme il me reste peu d'hélices, je vais juste essayer de décoller rapidement et voir si les roues à réaction peuvent prendre le relais. Je pense que si je passe trop de temps au sol, les roues à réaction essaient de lutter contre le sol pour faire rouler et tanguer l'appareil, et ça finit par les saturer avant même qu'ils ne décollent. Alors, sortons-le pour un autre vol d'essai. Les tentatives suivantes n'étaient pas meilleures. Ensuite, en regardant le ralenti, j'ai vu que le drone tournait autour de son axe de lacet. Alors j'ai augmenté les valeurs PID du lacet et j'ai réessayé. L'axe de lacet est désormais stable, nous pourrions être proches du succès. Ou peut-être pas. Mais ensuite, il s'est passé ça. Le ralenti montre que les roues de réaction tentent de stabiliser le drone, mais elles ne tournent pas assez vite pour que la saturation à pleine vitesse pose problème. Aussi réussi que fut ce vol de 8 secondes, le vol suivant a plongé assez violemment, ce qui a entraîné la casse du support moteur supérieur.
Donc avec la fin de ce drone CubeSat à roues, de réaction propulsée par hélice qui approchait, il était temps pour un dernier vol d'essai. Il est temps de conclure ce projet qui a été assez long, tout comme la vidéo. Ça s'est finalement terminé par la destruction de ce support moteur supérieur et ce dernier crash a aussi réussi à arracher les deux roues de réaction des axes des moteurs. Il y a quelques fissures dans ses pieds et je pense que le châssis s'est aussi fissuré sur le côté ici. Donc il a clairement besoin de réparation si je veux réessayer. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, j'utilise des moteurs à balai pour contrôler les routes de réaction et la façon dont je contrôle le couple transmis aux roues est en faisant varier le courant appliqué au moteur. Le problème avec ça, c'est que le couple produit n'est pas toujours proportionnel au courant d'entrée. En fait, lorsque les roues de réaction tournent lentement, les moteurs peuvent fournir un couple très élevé. Mais lorsque les moteurs tournent rapidement, par exemple, si l'appareil est déjà à un certain angle et doit se redresser, le couple diminue beaucoup lorsque la roue est à un régime élevé. Donc, le couple réel n'est pas linéaire, et c'est très difficile quand on essaie d'ajuster les paramètres dans le contrôleur de vol. Parce que le contrôleur de vol pense simplement, je dois appliquer une force dans cette direction pour l'amener dans cette direction. Il faut prédéfinir et déterminer à l'avance la force à appliquer. Mais quand la force de sortie n'est pas constante, c'est très difficile de compenser cela. En gros, il existe un moyen de contourner ce problème. Certains moteurs à balai sont équipés d'encodeurs, et je pense que c'est la seule solution possible pour cela. Donc en gros, je vais programmer l'Arduino pour mesurer le nombre de tours par minute du moteur. Et ensuite, au lieu de simplement faire varier le couple du moteur en augmentant le courant, je peux en gros calculer l'accélération du moteur et ensuite appliquer le courant nécessaire pour essayer d'atteindre cette accélération. Donc, au lieu que l'accélération de la roue soit contrôlée uniquement par le courant, elle est en fait mesurée puis contrôlée à l'aide d'une boucle de rétroaction fermée. C'est, selon moi, le seul moyen d'assurer un changement constant de la quantité de mouvement des roues. Je pourrais évoquer les solutions et améliorations que j'aurais dû apporter à ce projet. Je termine la vidéo ici, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je voudrais remercier 3D Prints Filament d'avoir sponsorisé cet épisode. Et un immense, immense merci à tous mes soutiens sur Patreon. C'est grâce à vous que ces vidéos sont possibles. Juste une petite chose, je ne vais pas faire de vidéos hebdomadaires, au moins pendant un mois ou deux. Je travaille toujours à fond sur des projets, mais j'ai des projets un peu plus importants. J'essaie aussi de terminer quelques autres projets de vélo. Donc je vais passer un peu plus de temps à me concentrer sur des projets vidéo plus longs et les mettre en ligne quand ils seront prêts, plutôt que d'essayer de sortir à la va-vite des vidéos en plusieurs parties. Merci de votre indulgence. Si vous attendez des vidéos chaque semaine, je mets simplement ça en pause pour 1 ou 2 mois. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, ce serait sympa. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de cliquer sur s'abonner juste en dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez la partager avec vos amis s'ils s'intéressent aux roues de réaction, aux satellites ou s'ils jouent à Kerbal Space Program. C'est de là que m'est venue l'idée à l'origine pour ceci. Donc oui, je pourrais continuer à parler éternellement. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!